Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission, l'invité VIP d'Al24 News que j'ai le plaisir de co-animer avec Riyad Belkhadim. Riyad, bonsoir. Bonsoir Samira, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur Al24, Al24 VIP, une émission mensuelle où on vous donne rendez-vous chaque mois en recevant une personnalité qui compte, que ce soit en Algérie ou même à l'étranger, pour débattre des questions d'actualité. Exactement, Riyad. D'ailleurs, pour ce tout premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir la présidente de l'association France-Algérie et l'ancienne ministre française, Madame Ségolène Royal. Madame Royal, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci. Alors, vous arrivez en Algérie à un moment où la relation avec la France n'est ni apaisée, ni rompue. Après votre rencontre avec le président de l'Algérie, M. Abdelmajid Tebboune, comment qualifieriez-vous honnêtement ce moment précis de l'histoire entre nos deux pays? C'est un moment difficile, mais je pense qu'il y a des opportunités pour que les liens d'amitié entre les peuples algériens et français se rétablissent, pour que l'on trouve des voies de l'apaisement, pour que l'on réussisse à tourner la page des divisions, comme le dit le président Tebboune, et libérer les énergies créatrices pour les jeunesses des deux rives. Parce que finalement, nous avons un patrimoine commun, c'est la Méditerranée. Et ce patrimoine commun nous oblige à nous entendre, malgré la difficulté de l'histoire passée. Nous avons à la fois à faire des gestes de reconnaissance sur ce qui s'est passé, parce que c'est sur cette base de plus jamais cela, de cette reconnaissance claire par la France, que nous pourrons ensuite construire des relations fructueuses entre les deux rives. Après votre échange avec le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qui vous a semblé le plus significatif dans sa manière d'aborder la relation avec votre pays, la France? Les mots employés, sans divulguer bien évidemment la tenue du propos, ainsi que les priorités qu'il a mises en avant. Les mots employés correspondent à sa conviction profonde, à son amour profond pour l'Algérie, à son amour aussi de l'histoire de nos deux pays, et son souci pour le développement économique de l'Algérie et pour la jeunesse en particulier, font qu'il souhaite profondément que les relations s'apaisent et se rétablissent dans les meilleures conditions possibles. Et donc, je partage tout à fait cette vision des choses, et je crois que c'est l'intérêt de nos deux pays de bien s'entendre. Très bien. Madame Royal, vous êtes en Algérie depuis lundi dernier, le 26 janvier 2026. Donc, vous avez rencontré beaucoup de monde lors de cette visite. Vous avez été reçu ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Peut-être pourrait-on en savoir un peu plus concernant cette entrevue? Mais j'avais évoqué depuis longtemps, sachant que je venais ici, la situation de mon compatriote, Christophe Glaise. Je l'avais fait respectueusement et discrètement, parce que je voulais laisser la liberté aux autorités algériennes de prendre la décision qui leur convenait. Et j'ai la grande satisfaction d'avoir été appelée par le ministre de la Justice à ma demande. Bien évidemment, la demande émanait de moi au départ. Et il a voulu me communiquer lui-même la réponse à la demande que j'avais faite, en m'autorisant à rendre visite demain à Christophe Glaise. Très bien. Et je lui en suis très reconnaissante. Très bien. Alors, à la lumière d'épisodes récents dans l'affaire Sonsal, il semble que la France n'ait pas pleinement retenu la leçon des relations diplomatiques. Est-ce un constat que vous partagez ou voyez-vous des signaux d'évolution dans les relations? Vous savez, moi je suis une éternelle optimiste, donc je préfère voir ce qui se passe de positif pour essayer de construire. Donc ma parole est libre, moi je ne suis pas dans une posture diplomatique. Ma parole est libre avec mes convictions, avec mes engagements de longue date, avec mon souci aussi de faire en sorte que nous puissions agir pour que les jeunes des deux rives puissent se rencontrer et créer des projets communs. Et j'ai choisi d'ailleurs comme thème de ma visite à la fois le développement économique et la culture,
Parce que je suis sûre que avec le développement économique, et j'ai rencontré à la fois les entreprises françaises, avec la Chambre algéro-française du commerce et de l'industrie, les entreprises algériennes, ce matin passionnante, avec la Chambre de commerce d'Algérie, et puis j'ai rencontré bien évidemment le président du CREA, Kamel Moula, et qui a une vision vraiment extrêmement dynamique du développement économique de l'Algérie, et j'ai visité une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que ça m'inspire, toutes mes visites? Ça m'inspire que l'Algérie est aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Je suis venue ici il y a 10 ans. Donc a fortiori, elle n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 60 ans, voyez. Et parfois l'image des Français est figée sur l'Algérie d'il y a quelques dizaines d'années. Mais non, il faut maintenant ouvrir les yeux et regarder cette évolution formidable du développement économique. Pour ne résumer qu'en un seul mot, l'Algérie, qui était un pays essentiellement importateur, est aujourd'hui un pays exportateur, qui a multiplié, qui diversifié ses partenariats. Donc la France est en train de perdre ses opportunités. Et ce que j'ai compris de l'échange très franc que j'ai eu avec Kamel Moula, c'est que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs algériens se désolent finalement de cette situation. Parce qu'affectivement, nous avons envie de travailler les uns avec les autres. Et donc c'est une richesse, c'est un trésor que ce lien affectif, malgré la violence de notre histoire commune. C'est quand même extraordinaire que ce lien affectif reste, que l'on sent tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a un deuxième trésor entre les mains, c'est les biens culturels et les archives qui appartiennent à l'Algérie que nous avons entre nos mains. Alors, au lieu de se dire que c'est un problème, mais c'est une solution extraordinaire. Parce qu'avec la reconnaissance qui est attendue à juste titre par l'Algérie par rapport à cette histoire, et que les autres pays ont accompli, l'Italie a accompli cette reconnaissance, l'Allemagne a accompli cette reconnaissance. D'autres pays que je pourrais citer ont accompli cette reconnaissance. Donc la France doit accomplir cette reconnaissance dans une dynamique de développement et de partenariat. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'elle le fasse, parce que c'est à la fois à portée de main, c'est simple de rendre les biens culturels, les objets de l'émir Abdelkader, le canon d'Alger qui est actuellement à Brest, les archives. Et puis bien évidemment les documents scientifiques sur les essais nucléaires. C'est une question qui est d'ailleurs logique dans les instances internationales pour protéger la santé des populations. Donc moi je vois des choses simples à faire si on fait reculer des postures de est-ce que c'est moi qui fais le premier pas, non, c'est à la France de faire le premier pas dans cette restitution. Pourquoi les choses aussi simples sont difficiles à accomplir? C'est la bonne question, si vous voulez. C'est la bonne question. Pourquoi des choses aussi simples sont difficiles à construire? Et les jeunes générations, quand on leur dit ça, elles n'en croient pas leurs oreilles. Elles se disent mais comment ça se fait que ce n'est pas encore fait? Eh bien, j'espère que ça va être fait maintenant. Surtout sachant que l'Algérie aujourd'hui ne demande pas des excuses ou des réparations, elle demande uniquement reconnaître oui. Madame Royal, ce n'est pas se flageller, n'est-ce pas? Oui, l'Algérie demande la reconnaissance. Elle ne demande pas d'excuses. Et pour aller jusqu'au bout de ma pensée, moi je trouve que les excuses seraient normales. Donc vous voyez que l'Algérie demande la reconnaissance et ne demande même pas la compensation financière. Donc vous voyez, c'est à la fois de l'ordre du devoir moral, des principes, mais il ne s'agit pas de rendre des objets pour rendre des objets. Le fait même de rendre les objets, c'est le signal de la reconnaissance. Et donc, comme le dit le président Tebboune, il faudrait relancer la commission mixte pour qu'elle finalise ses travaux, que l'on puisse faire une plateforme commune sur l'histoire de l'Algérie, restituer les biens culturels, les archives, et ensuite on tourne la page et on passe aux partenariats culturels, aux partenariats économiques. C'est formidable comme projet. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et nous le devons aux jeunes générations des deux rives qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie de faire des choses ensemble, qui ont envie d'échanger.
Alors, nous allons maintenant parler d'un sujet qui structure les liens historiques, puisqu'on a commencé à en parler, entre nos deux pays. L'Assemblée populaire nationale a récemment adopté la loi criminalisant la colonisation française. Au-delà de sa portée juridique, bien évidemment, ce texte répond à une attente profonde et ancienne de la société algérienne. Quel regard portez-vous sur cette demande populaire, longtemps exprimée, mais rarement entendue à sa juste mesure ? Mais elle correspond à ce qu'a dit la France à un moment, puisque même Emmanuel Macron, au début de sa prise de fonction, a parlé de la colonisation comme crime contre l'humanité. Et pour vous dire la vérité, moi je pensais que c'était déjà adopté dans la loi algérienne. Et en plus, je préside une association qui a été présidée par Germaine Tillon. Germaine Tillon, qui est une grande résistante, qui est rescapée de Ravensbrück, qui a résidé en Algérie et qui a été la première à dénoncer les crimes, les tortures, les crimes de la colonisation et ce qu'elle a appelé la dépossession coloniale. Et elle avait même pris des initiatives tellement elle était choquée que les enfants algériens n'aient pas le droit d'aller à l'école. Elle avait pris des initiatives pour créer des centres, justement, d'animation, pour des centres sociaux, pour que les enfants puissent aller à l'école et puissent être soignés. Donc, vous voyez, ça n'est pas d'aujourd'hui, tout cela. Donc, c'est le moment de dire les choses avec humilité, avec simplicité, que la France reconnaisse ses faits, et que, parce qu'il y a eu énormément de souffrance aussi du côté français. Énormément. Vous savez, il y a 1 500 000 jeunes appelés, âgés de 20 à 22 ans, qui ont été arrachés à leur ferme, beaucoup de paysans, qui ont été arrachés à leur ferme pour être envoyés en Algérie, dans les conditions que l'on connaît, avec les ordres abominables que l'on connaît. Mais ça, c'est une souffrance. Ils ont été traumatisés à vie. Donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les douleurs. Et certains ne veulent pas, justement, cette reconnaissance, que la France donne cette reconnaissance, parce qu'ils pensent qu'il y a une hiérarchie entre les douleurs. Mais non, toutes les douleurs découlent de la colonisation, des abus de la colonisation. Et je voudrais dire une autre chose, c'est le système de colonisation qui est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Mais ça n'empêche pas, effectivement, que des personnes aient fait des actes positifs, se soient bien comportés. Il y a eu des enseignants, il y a eu des médecins qui étaient justement des gens qui étaient venus là, qui n'étaient pas nés en Algérie, qui sont venus dans ces mouvements de colonisation et qui ont fait des choses formidables. Mais c'est pas le sujet, c'est pas eux qui sont en cause. C'est le système colonial qui est en cause et ce sont les violences de la décolonisation. Elle aurait pu être paisible, cette décolonisation. Si on avait écouté des gens comme Germaine Tillon, elle aurait pu être pacifique. Il y aurait eu une atténuation des violences comme elles sont aujourd'hui inimaginables et comme on les découvre. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit pas de repentance, il s'agit de reconnaissance des faits établis. Ce n'est pas de la repentance, ce mot est affreux. De même qu'il n'y a pas d'hérédité dans la culpabilité. Ceux qui ont peur en disant on n'est pas responsable de ce qui s'est passé, vous n'êtes pas responsable, il n'y a pas d'hérédité dans la culpabilité, mais ça ne vous empêche pas de reconnaître les faits historiques. Vous voyez, c'est paisible, c'est simple, c'est scientifique. Mais il y a encore beaucoup de tensions, mais j'ai bon espoir que des hommes et des femmes de bonnes, animés par un humanisme éclairé, puissent enfin permettre à la France de bouger dans ce sens. Madame Royal, vous avez parlé du canon de Brest, des archives, mais également des effets personnels de l'émir Abdelkader. Un autre dossier qui est très important, celui relatif aux explosions nucléaires et les essais chimiques menés dans le sud algérien. La question n'est pas seulement celle des archives, mais celle également des vies, des territoires et du aussi temps lent. Est-ce que ce dossier, ou est-ce le dossier peut-être que la France redoute le plus aujourd'hui ? C'est un dossier difficile, bien sûr, mais il doit absolument avancer au nom du droit de tout un chacun à protéger sa santé. Ça, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chacun a le droit de protéger sa santé. Et donc, les conséquences des effets nucléaires, en effet, ont des effets forcément sur la santé, non seulement d'ailleurs sur ceux qui les ont faits, parce que les Français qui ont procédé à ces essais nucléaires aussi ont souvent été irradiés, et les populations, bien sûr, locales l'ont été également. Et donc, il faut impérativement sortir les archives, regarder ce qui a été fait, faire des études scientifiques complémentaires, à la fois pour nettoyer le territoire, quand c'est possible, pour informer les populations là où il y a des risques, et pour indemniser les victimes. Alors, je sais que l'Assemblée nationale s'est saisie
d'un texte de loi sur les essais nucléaires en Polynésie, a été allé moins loin sur la question des essais dans le Sahara algérien, mais peut-être qu'ils m'ont entendu, puisque depuis le temps que je réclame, depuis ce voyage en particulier qui a eu beaucoup d'écho, et un amendement vient d'être adopté sur les essais nucléaires dans le Sahara algérien, avec obligation faite au gouvernement de produire dans les 6 mois un rapport complet sur ces essais nucléaires. Donc vous voyez, ça avance et je m'en réjouis. Et je suivrai de près d'ailleurs la rédaction de ce rapport. Très bien. Est-ce que cet amendement peut vraiment peut-être obliger la France à remettre les cartes et même l'ensemble des informations concernant les lieux où ces essais ont été effectués? Bien sûr. C'est expressément précisé dans cet amendement qui dit clairement qu'il faudra à la fois les documents administratifs, les documents scientifiques, les documents sanitaires. Et je pense que ce serait bien d'ailleurs que ce travail soit fait en coopération avec l'Algérie, avec les scientifiques algériens, et qu'il y ait une commission mixte sur ce sujet pour qu'il y ait la transparence totale sur l'élaboration de ce rapport dans une coopération scientifique fructueuse. Madame Royal, en parlant de ce chapitre, vous avez employé des mots très forts, à savoir domination, violence indigne, histoire blessée. En 2017, le président français Emmanuel Macron, il n'était pas à l'époque, il était candidat à la présidentielle, avait qualifié le colonialisme français de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, l'Algérie, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, ne demande que la reconnaissance de ces crimes. Reconnaître, ce n'est pas se flageller, comme disait Samira tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui bloque, selon vous, du côté français? Si je le savais, je pourrais le soulever plus facilement, les blocages, si vous voulez. Mais je pense qu'il reste des préjugés, des a priori, des amertumes, des blessures qui n'ont pas été refermées, des concurrences dans les différentes violences. Et c'est ça qu'il faut maintenant surmonter. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes formes de violence. Voilà. Parce que toutes ont été les conséquences de la colonisation et les conséquences d'une décolonisation violente. S'il y avait une décolonisation intelligente, puisque la France occupait pendant un siècle, 130 années, l'Algérie. Donc il y aurait pu avoir une décolonisation intelligente, vous voyez, avec moins de souffrance. Et c'est pas le choix qui a été fait, puisque la violence même des mécanismes militaires est juste insupportable lorsqu'on la découvre. Et par conséquent, il faut dire les choses, il faut reconnaître les choses. Une chose dont on parle jamais, par exemple, c'est les dizaines de milliers de mines que la France a déposées le long des frontières, sans qu'on le sache. Donc je sais bien, puisque dans la guerre de 40 aussi, dans les campagnes françaises, il y a eu des mines avec des paysans qui sont restés mutilés. Donc ça s'est passé en Algérie. Donc il fallait, et pendant très longtemps, l'Algérie a demandé la cartographie des mines qui ont été déposées le long des frontières. On ne leur a pas donné. Donc il y a des occupants, des paysans qui ont été mutilés parce qu'ils sont sautés sur des mines en faisant du travail de la terre. Mais est-ce que c'est acceptable? Non, ça ne l'est plus. Donc maintenant, il faut dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et pour cela, il faut juste la transparence, la reconnaissance, la vérité des faits pour passer à autre chose. Très bien. Votre visite n'a pas été que mémorielle. Vous avez parlé tout à l'heure de votre entrevue. Vous avez été reçu par M. Kamal Moula, le directeur ou le président du CREA. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la France vous a dit économiquement que la France ne veut pas entendre ou refuse d'entendre jusque-là? Au contraire, elle entend bien, mais elle se demande, les entreprises entendent bien ce qui se passe, elles voient bien. Oui, il y a un écart peut-être entre le monde institutionnel et le monde des entreprises. Le monde des entreprises est en avance des deux côtés de la Méditerranée. Ils voient qu'il y a des partenariats possibles, qu'il y a des activités croisées que l'on pourrait conduire. Et la France voit, et les entreprises françaises voient que cette tension politique entraîne une méfiance à leur égard. Et donc la France est en train de perdre du terrain. C'est pas seulement pour la France, mais c'est donc la coopération franco-algérienne qui perd du terrain. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage, ça fait mal au cœur. Et par conséquent, il faut que la question politique au sens noble du terme soit résolue, comme on vient de le voir, pour qu'ensuite les liens économiques puissent se renouer.
Parce que l'Algérie avance. L'Algérie a 4% de taux de croissance. 4% l'année dernière, 3,5%. C'est-à-dire qu'en 3 ans, l'Algérie a eu 11% de croissance, plus que la France. Donc à un moment, il faut quand même regarder les choses en face. Plus l'accès à une énergie pas chère. Alors que la France, les entreprises françaises sont frappées par la hausse du coût de l'énergie. C'est un gros problème de rentabilité, ça, pour les entreprises en France. Donc on voit bien qu'il y a des partenariats croisés, intelligents, qu'on pourrait conduire. Mais là, l'Algérie, elle ne va pas attendre. Elle a raison. Le monde des affaires algérien, comme ils me l'ont dit, on aimerait tellement faire des coopérations avec la France, mais on ne peut pas attendre dans l'intérêt de l'Algérie. Et des jeunes qui ont envie les plateformes ou l'école supérieure des affaires que j'ai rencontrées, mais c'était formidable. Il y a une énergie, il y a une volonté des jeunes, une qualité dans la formation professionnelle, et donc des partenariats formidables que l'on pourrait conclure ensemble. C'est pour ça qu'il faut que le président de la République française et que le gouvernement, et je suis sûre que c'est leur volonté, je suis sûre qu'ils ont envie, et ils regardent aussi avec amertume ce qui est en train de se passer. Et j'espère que mon voyage avec tous ces contacts, avec le monde économique algérien qui évolue énormément, mais vous savez, je vous le disais tout à l'heure, je suis venue ici il y a 10 ans, mais ça a énormément évolué. Alger s'est formidablement embelli aussi. Et on voit bien, et les contacts économiques que j'ai, je ne les avais pas il y a 10 ans. Et par conséquent, cette volonté d'avancer, la diversification, comme m'a expliqué Kamel Moula, la diversification des partenariats, c'est indispensable pour les entreprises algériennes. Elles ne vont pas nous attendre. Et de même, quand je rencontre les entreprises françaises, elles se désolent aussi de sentir qu'il y a un manque de confiance maintenant. Et donc, il est absolument urgent, puisqu'on connaît... Vous voyez, quand il y a des problèmes dont on ne connaît pas de solution, ou sur lesquels il n'y a pas d'outils, on peut se dire, ça prend du temps. Là, on connaît la solution. Elle est à la fois simple, transparente, on a les mots, la reconnaissance, la restitution des objets, le respect mutuel, les coopérations sur la formation. Et cette école que j'ai visitée, elle est en partenariat avec l'université de Lille. Il y avait des enseignants de Lille qui étaient là. C'est extraordinaire. Seulement, ces partenariats aussi peuvent être fragilisés. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron, vous avez dit que lui, il veut garder cette relation avec l'Algérie, qu'il veut que ça avance. Je suis convaincue. Vous avez parlé également, je m'excuse, de certaines parties qui ne veulent pas voir cette Algérie qui avance, cette Algérie qui construit. Je pense que... Mais ça, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça les valorise. Vous voyez ? Si j'en parle, ça les valorise. Mais vous avez bien vu quels sont les courants de pensée qui ont besoin, de toute façon, du chaos. Il faut bien désigner ces partis-là pour oui, mais avancer. On le voit bien. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont besoin du chaos, qui ont besoin d'inventer des ennemis à des électeurs qui n'ont pas l'information forcément, qui ont besoin de doubler l'islamophobie d'une algérophobie, parce que c'est rentable, peut-être, pense-t-il, sur le plan électoral. Voilà. Et donc, quand il y a un calcul électoral lié à des prises de position qui sont contraires aux intérêts de la France, parce que ces gens-là prennent des positions contraires aux intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est d'avoir une bonne relation politique et économique avec l'Algérie. Mais l'Algérie, nous avons ce patrimoine commun qu'est la Méditerranée, je le disais, avec une grande frontière méditerranéenne. C'est la porte d'entrée vers l'Afrique. C'est le plus vaste pays d'Afrique. C'est un pays en croissance, qui a de l'énergie bon marché, qui a des jeunes bien formés, qui ont envie d'aller de l'avant. Mais vous vous rendez compte, c'est une opportunité extraordinaire. Avec l'ensemble du Maghreb d'ailleurs, c'est pas, je n'oppose pas les uns et les autres. Avec l'ensemble du Maghreb et cette frontière méditerranéenne, nous avons des partenariats formidables à construire, bien sûr. Et il faut aller vite. Je veux dire, parce que le basculement, il va se faire. Un jour, il sera trop tard. Et les entreprises me le disent, je dis un jour, si ça ne se renoue pas, un jour il sera trop tard. Et moi je vais vous dire une chose, il faudrait que le président du MEDEF vienne ici à Alger. Il n'est toujours pas venu à Alger. Donc aussi, il faut que les gens apprennent à avoir une relation d'égal à égal. Pourquoi ce serait toujours les Algériens qui vont se déplacer ? C'est difficile pour une certaine frange en France de parler avec l'Algérie d'égal à égal. C'est difficile. Je pense qu'il reste des réflexes, peut-être, j'espère inconscients, d'une sorte d'inégalité de traitement. Il faut parler d'égal à égal.
Voilà, c'est très simple. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'Algérie qui s'invite dans le débat franco-français politique. Aujourd'hui, la diaspora algérienne en France paye le prix fort de ce désaccord. Elle subit une discrimination, un racisme persistant et sans précédent, qui nécessite une attention particulière. Le terme algérophobie, vous venez de l'employer il y a quelques secondes, est de plus en plus utilisé. Ce mot vous choque-t-il, vous inquiète-t-il? Bien sûr que ça m'inquiète. Bien sûr, parce que c'est une destruction de valeurs. Oui, quand les gens ont peur, on détruit de la valeur, on détruit de la dynamique. Et donc, vous savez, il y a 7 millions de Français qui ont un lien direct ou indirect avec l'Algérie. 7 millions. Plus les binationaux. Enfin, y compris les binationaux. Et donc, ce n'est pas rien, cette histoire commune. Elle nous oblige, cette histoire commune. Parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire des violences et de la décolonisation, mais il y a aussi des histoires positives, des histoires mêlées, des échanges, du brassage. Je vois les médecins qui sont dans nos hôpitaux, par exemple. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi, dès qu'il y a un OQTF qui accomplit des actes mauvais, on en parle? Et pourquoi on ne montre jamais l'Algérie positive, les jeunes qui innovent, et donc tout le monde médical également, et les entreprises françaises qui sont ici. Songez que dans la pharmacie, avec Sanofi en particulier, l'Algérie est autonome en termes de production de médicaments. L'Algérie produit la totalité des médicaments dont elle a besoin, alors que la France souffre de délocalisation. Donc vous ne croyez pas qu'il y aurait des partenariats intelligents là à faire? Mais bien sûr que si. Je vois sur l'agriculture aussi. Très bien. En France aujourd'hui, Madame Royal, certains discours politiques et médiatiques venus des extrêmes se durcissent, notamment à l'approche de 2027, surtout concernant l'Algérie et les Algériens qui se trouvent actuellement en France. Si ces courants devaient peser davantage sur le pouvoir, quelles conséquences cela pourrait-il avoir selon vous sur la politique étrangère française et sur la relation plus précisément avec l'Algérie? Mais au lieu de se demander quels seraient les dégâts commis, je préfère dire comment est-ce qu'on empêche ça? Parce que la responsabilité, c'est pas eux, c'est ceux qui ne les freinent pas suffisamment. Donc là, il y a une lourde responsabilité, et en plus, il y a des solutions, comme on vient de le voir. Et donc, moi, j'en appelle au président de la République française, parce que je sais qu'il est soucieux par rapport à ça, et que ce voyage que je viens de faire soit utile. Parce que j'ai vu des choses qu'ils ne voient pas, que la plupart des Français ne voient pas, parce qu'ils ne viennent pas au contact pour découvrir justement cette nouvelle Algérie. Et donc nous devons construire une nouvelle alliance avec l'Algérie, une forte alliance avec l'Algérie. Au même titre qu'avec les pays voisins. Je ne dis pas ça du tout par rapport à d'autres pays du Maghreb, parce que je pense que tout le Maghreb est une force aussi solidaire. Si le Maghreb était solidaire, ça ferait aussi une très grande force sur le nord de l'Afrique. Et par rapport à l'Europe, pourrait peser par rapport à l'Europe. Mais c'est une autre histoire. Je dis ça parce que je ne veux pas, comme j'entends certaines de personnes qui m'attaquent, que je fais un choix de tel pays par rapport à tel autre. Sûrement pas. Mais l'Algérie, c'est notre partenaire aussi, avec lequel les liens se sont distendus, se sont abîmés, et que nous avons la responsabilité de reconstruire. Et si nous le reconstruisons, si nous arrivons à reconstruire, c'est-à-dire à donner une nouvelle image de l'Algérie qui correspond à sa réalité, une nouvelle fierté de l'Algérie qui correspond à la réalité, et pas cette condescendance permanente ou ce rapport inégal, à ce moment-là, les préjugés reculeront. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent rien, qui écoutent juste le son de cloche de ceux qui attisent les haines. Mais si on leur dit la vérité des choses, et si à un moment on montre par des images ce que signifie cette réconciliation, y compris dans le domaine économique, culturel et moral, j'allais dire, eh bien à ce moment-là, ils vont changer d'avis. Donc la responsabilité, elle est entre nos mains. D'ailleurs, Madame Royal, comme vous venez de le souligner, vous avez été attaquée et prise pour cible par l'une de ces chaînes françaises, notamment ces dernières 24 heures. Au-delà de votre cas personnel, qu'est-ce que dit cet épisode, selon vous, de la place qu'occupe aujourd'hui l'Algérie et plus largement la relation franco-algérienne dans une partie du débat médiatique français? Si vous voulez, je pense que ma parole dérange. Parce que justement, elle est sans calcul politique. On pourrait même me dire, non,
tais-toi parce qu'on ne sait jamais, politiquement, ça va te coûter cher de faire ce que tu fais. C'est ça qu'on me dit aussi. J'ai dit, mais non, j'ai une responsabilité morale. J'ai acquis un poids politique et une parole entendue. Et si je ne l'utilise pas sous prétexte que je dois me protéger au cas où, si un jour je suis candidate, je vais perdre des voix, parce que mais je ne serais même pas conforme avec ma propre morale, si vous voulez. J'aurais honte de faire ça. Donc à partir du moment où on est venu me chercher pour cette association, j'ai dit oui. Et à ce moment-là, je fais tout ce que je peux pour réconcilier les peuples et pour faire en sorte que nous puissions repartir sur une nouvelle alliance avec l'Algérie. Et je continuerai, même si on m'attaque férocement, méchamment, toujours d'ailleurs avec les mêmes mécanismes que ceux que j'ai subis dans la campagne présidentielle de 2007. C'est la mise en cause de ma santé mentale. Elle est folle, elle dit n'importe quoi, elle n'a pas les compétences, etc. Bon, en tant qu'ancien ambassadeur, mise en cause de ma santé mentale. Ensuite, c'est mais pour qui elle se prend, elle n'a pas les compétences. Ensuite, le mépris pour une femme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à faire là-bas? Elle n'y connaît rien, etc. Souvent, des gens qui sont moins diplômés, moins expérimentés que moi, comme en 2007. Exactement le même type d'attaque que je subis actuellement sur un certain nombre de médias français. Eh ben, c'est pas grave, je vais tenir bon parce que je pense que c'est l'intérêt de mon pays. Et que c'est l'intérêt, et que c'est l'idée que je me fais de l'humanité, de l'alliance entre les peuples, des peuples qui ont souffert et qui peuvent se réconcilier et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et que nous devons ça à notre jeunesse. Vous voyez, je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Mais qui va garder les enfants ». C'est l'idée que la responsabilité première qui est la nôtre quand on a la moindre parcelle de pouvoir ou une parole qui porte, c'est toujours de se demander est-ce que c'est bon ou pas pour les nouvelles générations. Ouais, les générations à venir. La jeune génération d'aujourd'hui qu'on appelle la génération Z et les enfants après eux, est-ce que c'est bon ou pas pour eux? Ils vivent dans l'angoisse, ils ont le réchauffement climatique, ils ont eu le Covid, ils voient les équilibres mondiaux se perturber, il y a des guerres partout qu'on est incapable d'arrêter. Ils sont exposés au stress, ils ont des tentatives de suicide, ils ont les réseaux sociaux qui leur pourrissent le cerveau. Mais on n'avait pas ça, nous, à notre époque. On grandissait, on travaillait même bien. Le débat politique était plus sain. Le débat politique est plus sain. Et donc, on a une responsabilité par rapport à cette anxiété des jeunes. Donc, si nous-mêmes, on est capable de réconcilier par rapport au passé, et même, je vais dire, si on n'est pas capable de réconcilier par rapport au passé, mais ils vont nous demander des comptes un jour. Ils vont nous dire, mais comment? Vous aviez des biens culturels à rendre et vous ne l'avez pas fait. Mais comment? Vous saviez qu'il fallait vous réconcilier et vous ne l'avez pas fait. Mais comment? Vous aviez des partenariats économiques et vous les avez laissés tomber. Est-ce que vous ne pensez pas ils vont nous demander des comptes, je vous assure. Hein. Ils vont nous demander des comptes. Et donc cette responsabilité-là, elle peut nous unir quand même à un moment. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes attaqué de plus en plus violemment parce que vous faites peur, parce que vous êtes dans le vrai? Ben, je pense, c'est vrai que j'ai une grande liberté de parole, mais qui est le fruit de mon expérience politique. Je suis, vous voyez, c'est pesé ce que je dis, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est travaillé. Donc ça ne bouge pas. Mais j'écoute, je peux réajuster des choses quand j'écoute des choses, bien évidemment, j'ai une capacité d'écoute aussi. Et puis je suis libre, je veux que ma vie politique, tout ce que j'ai subi et les bonheurs que j'ai dans cette vie politique qui me donne aujourd'hui un poids dans ma parole, puisse encore être utile. Et notamment être utile aux jeunes générations. C'est un devoir de transmission que j'exerce. Vous voyez, si je peux transmettre, participer à la transmission d'un monde en paix et d'un monde plus harmonieux, et en plus si ça peut servir mon pays, et le continent africain auquel je suis très attachée, eh bien je dois le faire et je le fais avec bonheur. Très bien. D'ailleurs, Madame Ségolène Royal, tous ceux qui prennent aujourd'hui la parole pour défendre ou pour parler positivement de l'Algérie ou lever peut-être le voile sur certains épisodes qui étaient jusque-là méconnus concernant l'histoire entre les deux pays, se retrouvent attaqués, se retrouvent isolés. Je citerai entre autres Jean-Michel Apathy, Benjamin Stora, qui en prenant la parole, ils se sont retrouvés mis de côté et attaqués par certains médias. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'ignorance. Vous savez, il y a deux fléaux dans le monde. Il y a le fléau de l'ignorance et le fléau de l'indifférence.
Et quand les deux se conjuguent, alors c'est lourd à remuer. C'est l'ignorance. Et donc, ce qui est important, justement, c'est qu'on aboutisse à cette commission mixte et à rétablir la reconnaissance et la commune écriture de l'histoire. C'est pas très long à faire, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites. Et donc, si ça pouvait être fait facilement et rapidement, ça permettrait justement de soulever et d'empêcher ces contestations. Très bien. Alors, vous avez présenté un plan structuré autour de 3 volets. Dernière question. Reconnaissance historique, restitution d'archives, d'objets de coopération économique et culturelle. Avez-vous déjà reçu des signaux positifs de la part des autorités françaises? Pas encore, parce que c'est récent quand même. Mais je suis sûre que ça va venir. Regardez, bizarrement, ou plutôt positivement, au Sénat, il y a 2 jours, a été votée une loi sur la restitution des biens culturels. Les sénateurs, jusqu'alors, étaient farouchement opposés. Ça fait des années et des années que l'on parle de cette loi. Tiens, il y a 2 jours, ça a été voté au Sénat. Ben voilà, réjouissons-nous. Les essais nucléaires. Tiens, ce matin, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Donc c'est positif. Et je pense que si l'on peut, avec une parole simple et des solutions simples, apporter au président de la République, Emmanuel Macron, de quoi renouer le fil, je ne comprendrais pas qu'il ne le saisisse pas. Et je préfère penser qu'il va le faire. Très bien, pour conclure, après ce séjour, après vos rencontres notamment, qu'est-ce que l'Algérie vous a peut-être appris en tant que responsable politique, mais en tant que femme qui regarde cette relation avec lucidité? Quelle réalité allez-vous aujourd'hui rapporter en France avec vous, Madame Royal? C'est une vaste question. Plein de choses. Je pense que l'affection peut-être. L'amitié, les gens que je rencontre, que je ne connais pas, même qui sont heureux de me voir. Vous voyez, c'est précieux, ça, je trouve. Ce lien affectif, c'est précieux. Ce sentiment, ça y est, on est tous les 2 rives de la Méditerranée qui dialoguent, c'est la première chose. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est les jeunes générations dans les grandes écoles. Ça, c'est formidable, avec les partenariats sur l'enseignement supérieur, la volonté de créer, d'agir, le CREA, par exemple, les chambres de commerce, c'était passionnant. Là, dans la diversité des secteurs économiques, de l'agroalimentaire, en passant par l'énergie, la pharmacie, l'intelligence artificielle, voilà, la fabrication des bijoux, la fabrication des faïences. Ce matin, par exemple, des carreaux de faïence. Et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Vous voyez, la faïence, avant, il y avait des partenariats, par exemple, avec Toulouse. Toulouse était la capitale de la brique en France. Et ensuite, ça n'a pas été suffisamment rentable, malheureusement. Et donc, il y avait des partenariats très forts avec l'Algérie sur la fabrication des briques, parce que l'Algérie était autosuffisant aussi en termes de fabrication de briques, donc avec la continuité sur la faïence. Et donc, comme ça a été fermé en France, aujourd'hui, les partenariats se font avec d'autres pays. Donc, si ces partenariats avaient été solides et noués, il y aurait une répartition du travail, du savoir-faire, du transfert de savoir-faire, mais en même temps des matières premières, des choses intelligentes qui peuvent se faire pour compléter les compétences dans des domaines extrêmement variés. Et donc, moi, j'ai bon espoir. En tout cas, il y a des champs d'action et d'échange dans une Algérie qui est en train de se développer, de s'ouvrir au monde, de donner aux jeunes une place dans la formation et dans la création d'activités. Et la France a tout intérêt à cela, à faire cela. On aimerait entendre votre mot de fin. Vous êtes la présidente de l'association France-Algérie. Oui. Au moment où l'on parle, la relation entre la France et l'Algérie est très compliquée. Très compliquée. Quels sont vos espoirs en tant que présidente de l'association? Mon espoir, c'est que l'intelligence l'emporte, si vous voulez, que la modestie l'emporte, et que les voix qui sont toujours dans un rapport de force, dans un solde pour un solde de tout compte. Qu'est-ce que j'entends aussi de « mais qui va faire le premier pas mais non, mais ils vont nous humilier si on fait le premier pas ». Mais c'est insupportable, je veux dire. Vous savez, les techniques toutes simples de médiation,
C'est celui qui, effectivement, c'est celui qui est un peu responsable qui fait le premier pas. Donc, c'est pas l'Algérie qui est responsable de sa propre colonisation. Donc, c'est à la France de faire le premier pas. Et en plus, la France a une chance extraordinaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a les outils pour le faire avec la restitution. Elle pourrait avoir la volonté. Ici, il y a des secteurs économiques qui ne demandent qu'à coopérer et réciproquement. Mais un jour, si le temps passe trop, c'est la France. C'est la France qui sera pénalisée parce que le monde bouge. Les jeunes générations vont aller de l'avant et elles vont dire on ne nous a même pas donné cette satisfaction, mais elles vont aller de l'avant. Vous voyez, parce qu'elles peuvent dire non. Parce que les jeunes générations, on pourrait dire, ça ne nous concerne pas, un peu comme certains l'ont dit, mais ça ne nous concerne pas, fermer la page, etc. Non, parce qu'on sait que psychologiquement, si vous voulez, quand nos parents, nos grands-parents ont subi des traumatismes dans tous les domaines, que ce soit des traumatismes personnels, des guerres, des conflits, des violences, ça se transmet à l'enfant, même quand l'enfant n'en a pas été témoin. Ça se transmet dans l'inconscient. Et donc, on a aussi ce devoir, on pourrait dire, vis-à-vis des jeunes générations, on va mettre les choses sous le tapis, on ne le fait pas. Non, ça se transmet dans l'inconscient, cette non-reconnaissance. Donc faisons-le aussi pour les jeunes générations. Et ma conviction profonde, c'est que si on déclenche des partenariats et des nouvelles alliances avec de la créativité culturelle, économique, etc., qui ne demandent qu'à se développer, la question de la mémoire va se traiter de façon tellement évidente. Vous voyez, les deux vont aller ensemble. C'est dans le mouvement que ça va se résoudre, la question de la mémoire. Mais il faut un geste initial de la France. Alors, ceux qui m'attaquent actuellement en France viennent dire que j'attaque la France depuis l'Algérie. Ce n'est pas une attaque de la France, c'est au contraire un conseil dans l'intérêt de la France. Et ceux qui sont contre cette nouvelle alliance agissent contre les intérêts de la France. Et ils le savent. Mais ils le font quand même parce qu'ils savent qu'ils en attendent une rentabilité électorale. Et ça, il faut aussi le dire pour que les électeurs, dans leur sagesse, comprennent la façon dont ils sont instrumentalisés à leur insu. Très bien. Madame Royal, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions malgré votre emploi du temps très serré. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté l'invitation de ce premier numéro du VIP AL24. Vous êtes notre marraine et j'espère que vous allez nous porter chance. À bientôt. À bientôt. Merci à vous également, Liad. Merci, Samira. Merci, chers téléspectateurs. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce premier numéro. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à tous.